On voudrait remercier Best Buy pour... ils nous ont fourni, en fait, l'équipement audiovisuel pour tous les podcasts de la Commission athlétique. Fait que merci Best Buy pour ça. Pourquoi tu cours? Présenté par le Marathon Beneva de Montréal. Bienvenue à Pourquoi tu cours, le balado du Marathon Beneva de Montréal. Valérie Chouinard-Rodette, salut. Bonjour Maxime. Ça fait tellement officiel, Maxime, comment ça va? Ça va super bien. Ça va? Content, parce qu'aujourd'hui, on reçoit le premier invité qui revient après une saison au balado. J'ai très, très hâte de lui jaser. On va parler d'approche à la retraite. Puis, tu sais, pourtant, il n'y a pas 71, là. Puis, c'est pas... Mais la retraite pour les athlètes sportifs, ça me fascine beaucoup. Cette décision-là de faire, là, j'arrête, puis de mettre un genre de date, de mettre un genre de calendrier, il me reste ça. Ça vient qu'un deuil, je pense. Ça vient avec un paquet d'affaires. J'ai très, très hâte de... On le voit aussi, même quand c'est pas nécessairement une carrière au complet, mais juste le petit deuil, quand tu te prépares un gros événement, tu fais ton événement, le blues d'après-course, là, c'est quelque chose qui est reconnu. Là, une mini-dépression après, qu'est-ce que je fais? Tu te sens un peu perdu, là. Ouais, puis... Tu sais, j'ai plein de questions parce que moi, on baigne beaucoup dans l'univers à BPM, ici du hockey, de sport d'équipe. Tu sais, quand tu prends ta retraite du hockey, là, c'est bien, bien différent parce que là, c'est en gang, c'est le vestiaire, c'est l'équipe. C'est ça que les sports individuels. C'est autre chose. Comment ça se vit? Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'amis dans le golf professionnel qui ont même pas eu à prendre des retraites, se sont même jamais rendus. Puis à un moment donné, ils ont pris la décision de prendre la retraite, d'essayer, tu sais. Puis j'ai un gars en tête, puis je salue Marc-André Champagne qui a passé comme à ça de jouer professionnel, qui a pas il a joué pro, mais qui a passé vraiment très, 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 très près de jouer avec les meilleurs au monde. Puis à un moment donné, il a fait j'ai pas le choix. Tu sais, de fermer la porte, mais de pouvoir décider de quoi de spécial là-dedans. Parce que tu sais, l'activité physique, puis c'est drôle. Là, je m'en rends compte depuis que je fais du vélo, que je vais pouvoir faire ça vraiment longtemps. Puis là, j'ai des images de moi qui va chez mon chum Simon, qui regarde son père Claude partir avec son vélo Marinoni, là, puis qu'il part pour 100 km, tu fais. Puis Claude a 60 à l'époque, ou 50 à l'époque, puis en fait encore aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on va traîner ça longtemps, les sports qu'on aime comme ça. Tu sais, toi, tu vas faire des 5 sommets puis des courses jusqu'à... Ouais. Non, peut-être pas les 5 sommets, mais ouais. Tu te vois faire ça longtemps? Ah, certainement. Mais en fait, je ne vois pas ma vie sans sport. Ouais, c'est ça. Ça fait moins de sens pour moi s'il n'y en a pas que s'il y en a. Ça fait ouais, non, je comprends. Puis tu sais, parce que maintenant, on a le temps encore dans la mesure où on est jeune, mais quand t'arrives à un point où il faut que tu diminues la cadence souvent parce que ton corps ne suit plus, mais si ton corps ne suit plus, c'est peut-être à cause des décisions que tu as prises. Tu sais, il y a comme il y a un paquet d'affaires là-dedans. T'sais, mon père joue encore au golf 3-4 fois par semaine, joue au hockey, tout ça. Je trouve que la société plus âgée aujourd'hui est beaucoup plus en forme que dans le temps parce que les gens prennent des meilleures décisions. Ouais. Tu sais, des monsieur, madame de 60, 65 là, qui tentent un marathon en... Il y en a de plus en plus. Là. C'est cœur. Hein? C'est rendu commun. Ben, pas commun, mais c'est impressionnant, mais c'est rendu... Ouais. J'ai vu une dame, je pense que c'est 78 ans, qui a complété l'Ironman de Tremblant il n'y a pas longtemps. Moi, à 78 ans, faire un Ironman, là, je comprends pas comment c'est humainement possible. Ben écoute, là, en ce moment, tu pédales, tu cours, il te manque la nage. Manque la nage. T'as du temps, Max. Mais pour vrai, c'est niaiseux, là. T'ouvres la porte, là, mais on était dans la piscine l'autre jour, j'étais avec 2 de mes chums, puis on parlait de ça, puis on a peut-être en tête d'en faire un en équipe pour commencer, pour voir. Puis là, on est en train de se demander, parce que les 3, on aime les 3 disciplines. Mais, fait que là, y a-tu quelqu'un qui veut nager? D'habitude, c'est ça le plus gros challenge. Y a personne qui veut nager. Moi, j'adore nager. J'adore nager en eau, j'adore nager en eau libre, j'aime ça nager dans un lac, mais j'aimerais ça faire le vélo aussi. Fait que là, ça va sûrement finir que ça va être un tirage. Fait que là, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'on va s'entraîner pour les 3, puis que le matin de l'événement, on va sûrement choisir. Mais si vous êtes entraîné pour les 3, pourquoi vous le faites en équipe? Je sais pas, je suis capable de faire ça là. Ben non, mais c'est pas demain matin, ton événement. Ça va être l'été prochain. Ben là, t'as plein de temps. Ouais, je sais. C'est juste le mot triathlon me fait peur, c'est juste ça. Je sais que je peux faire les 3, mais séparés. Moi, je me rappelle quand j'animais le Ironman à Tremblant. T'sais, mon père a joué au hockey, joué au golf toute sa vie. Fait que lui, les sports d'endurance, il connaît pas vraiment ça. Fait que déjà, j'ai un événement à Tremblant en fin de semaine, Ironman. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Et j'explique. Ben, c'est 3,4 km de course, un marathon, puis 180 km de vélo. Il fait OK, mais genre, ils font la nage le vendredi, le samedi, ils courent, puis le dimanche, c'est... Ah, c'est parfait. Je dis non, c'est un en arrière de l'autre. Il dit les 3. Ouais, c'est la même personne. Ouais. J'ai encore on va voir comment le reste de l'été va à l'entraînement.
Mais... J'ai hâte de te reparler dans comme 2-3 mois, là. Ah, Puis que tu vas me dire que t'es inscrit. Là, je vais m'écraser les jambes, là, puis on va être parti, puis ça va être la vraie affaire. Charles Philibert Thibouteau est avec nous dans quelques secondes. Charles, salut! Salut! Merci de revenir au podcast. Pourquoi tu cours? Ben, ça me fait plaisir. C'était tellement le fun l'année dernière, je pouvais pas manquer la chance de revenir. Hey, mais tu nous as raconté des affaires tellement exceptionnelles, ton arrivée dans le stade à Paris, puis tout ça, puis Comment tu vas? Qu'est-ce qui s'est passé depuis ton passage l'année passée? Ça va super bien. Beaucoup de choses se sont passées. Je te dirais que sur un plan macro dans ma carrière, 2024, c'était comme ma dernière année vraiment professionnelle à 100%. Ça va être mon 3e cycle olympique. Je donnais tout pour bien faire à Paris. Puis après ça, ce que ça veut dire aussi, c'est que 2025, c'est ma dernière année sur le circuit, mais c'est une année aussi où je me donnais un peu comme objectif d'explorer ce que j'allais faire après le sport. Donc, les derniers mois ont été remplis d'entraînement aussi haut niveau que j'ai fait dans le passé, mais en plus de tout ça, j'ai vraiment planifié ce que je prévoyais faire pour la vie après le sport. Donc, ça a été quand même super occupé. Ça, on va y venir, mais parle-moi d'Ottawa. Oui, en fait, vu que c'est ma dernière année sur le circuit professionnel aussi, j'ai comme un peu une bucket list de courses que je voulais faire. OK. Puis, comme j'ai couru beaucoup sur piste, j'ai pas beaucoup fait de course sur route, mais la course sur route, c'est vraiment quelque chose qui est plaisant. On connecte vraiment plus avec la communauté. C'est vraiment des courses où l'atmosphère est le fun. Mais oui. Donc, je voulais en faire plus cette année. Puis, ce printemps, au lieu de me concentrer sur des courses sur piste, j'ai décidé de faire une petite tournée de course sur route. Donc, le 5 km du BA à Boston. Après ça, le Sun Run de Vancouver. Puis, j'ai comme clôturé un peu cette tournée avec le 10 km à Ottawa dans le cadre du marathon. C'était aussi le championnat canadien de 10 km sur route. Puis, je revenais de camp d'entraînement à Flagstaff en altitude. Puis, j'ai gagné avec un chrono qui était qui est encore un record canadien 10 km sur route, donc 28,06. Est-ce que tu t'en attendais? T'sais, avec tes résultats sur le 1500, est-ce que tu savais que tu avais un potentiel d'aussi bien performer sur des distances comme ça? Oui, mais je savais que si j'étais en forme, j'allais pas être loin. J'ai couru 27,53 sur piste en 2024. Mais tu sais, la piste puis la route, c'est quand même différent, puis vraiment des conditions différentes, donc c'était pas... puis là, le record canadien était de 28,11. Donc, c'est pas fait là, que j'allais faire tant plus vite que le record. Mais je me suis dit que si j'arrivais la journée même, qu'il y avait des belles conditions, puis que c'était juste une course rapide, peut-être j'allais le faire. J'avais pas fermé la porte à ça. Puis comme de fait, Cam Levins, qui est arrivé deuxième, a poussé le pace pas mal tout le long. Puis ça fait en sorte qu'on était sur un rythme de record tout le long. Puis quand j'ai donné un coup pour le passer, c'est comme ça le fait. Là. Tu le réalises-tu pendant la course? C'est que tu cours et t'es comme, hey, je suis en train de battre des records. Là. Le Canadien est là. Ouais, j'essayais de pas trop obséder là-dessus pendant la course. Parce que quand, après 1 kilo, on était vraiment dans le tapis puis je savais que ça allait être vite. Fait que je me suis dit, regarde pas le chrono parce que ça va peut-être te déconcentrer ou tu vas peut-être un peu te faire peur si tu vois à quel point tu vas vite. Puis j'ai regardé seulement mon split à 5 kilos. Puis là, j'ai vu qu'on était en 13,55. Puis là, je me suis dit, 13,55 x 2, ça fait en bas de 28 minutes. Donc, si on continue à pousser, on va faire le record. Donc là, à ce moment-là, c'était plus juste de courir avec Cam puis d'essayer de le battre. C'était aussi de vraiment soutenir un pace pour avoir le record. Moi, ça s'est fait à la mi-course. Tu dis essayer de le battre. C'est comment à course à pied? Tu sais, quand t'as 2 super athlètes qui courent en même temps pour la même affaire pour battre des records, je veux pas te dire animosité, je pas comme au hockey, mettons, mais c'est quoi l'ambiance, mettong? La route, justement, c'est vraiment différent de la piste. Tu sais, en piste, on se met dans un peloton, on se met en ligne, puis on court. Puis il va y avoir des relais à l'avant, surtout quand on veut faire une course rapide. Mais sur route, on deal vraiment avec les éléments, donc les tournants, les côtes, les descentes, le vent aussi, ça joue pas beaucoup. Oui. Donc, je sais que Cam, dans le premier 6-7 kilos de la course, à chaque fois qu'on prenait un tournant, il donnait un coup. À mi-chemin dans le parcours, il y a une bonne montée, on va par-dessus un viaduc. Il donnait un coup en montant, il donnait un coup en descendant. Donc, on est vraiment plus dans l'espèce de
de bataille, là, neck to neck. C'est vraiment dès qu'il y a un élément qui fait en sorte qu'on pense qu'on peut décrocher l'autre, on pousse. Puis lui, il a essayé de manière impressionnante de me décrocher pendant les 8 premiers kilos sans succès. Puis là, moi, je faisais tout pour tenir, puis j'avais de la misère. Très franchement, là, c'est vraiment une bonne bataille mentale d'accrocher avec, tellement il donnait toujours des coups. Mais il s'est un peu tiré dans le pied, puis à 8 kilos, j'ai senti, boum, d'un coup, il y avait moins de jus. Là, puis là, quand on tournait les coins, quand on arrivait le vent de face, il était moins en mesure de pousser. Donc, quand j'ai senti la petite faiblesse, je me suis dit, ben là, je pousse. Puis là, j'ai fait 1 kilo à bloc de 8 à 9. Mais tu sais, ça, c'est le genre de gestion de course qu'on verrait jamais sur une piste. Sur une piste, c'est super calculé. Chaque kilo doit être even, puis le dernier kilo, tu accélères progressivement. Quand on est sur route, ça ressemble plus à une course de vélo. On essaie de faire des échappées, on utilise les éléments pour... Parce que tu aurais pu te tirer dans le pied aussi si tu as poussé comme de 8 à 9. Oui, dans le fond, si de 8 à 9, je ne le décrochais pas, ben là, dans le dernier kilo, probablement qu'il aurait été capable de me battre puis de me kicker. Mais là, de 8 à 9, je me suis dit, il faut que je donne un assez gros coup pour faire un gros gap puis faire en sorte que je peux juste être seul jusqu'à la fin. Fait que c'est comme une gestion de risque aussi. Puis tu es vraiment dans le moment, puis tu essaies d'évaluer un peu c'est quoi mes meilleures chances. Puis sur route, c'est totalement différent de sur la piste. T'aimes-tu ça, ce petit Yo, il est là, il passe en avant, ok, non, ils l'ont pas eu. Ouais, ben en fait, ça ressemble un peu à style de course qu'on a aussi en cross-country. Puis moi, en grandissant, au niveau secondaire, collégial, puis universitaire, on a toujours une saison de cross-country l'automne. Puis cross-country, c'est la même chose, sauf au lieu d'être sur route, on est sur du gazon. Jouer avec les éléments comme ça, puis voir un peu, gager comment je vais faire pour battre telle personne ou battre le peloton. C'est vraiment quelque chose qui est plaisant, puis quand t'es compétitif, c'est comme ça, c'est vraiment super motivant, mais la piste, c'est un autre monde, puis les courses sont gérées différemment. Fait que c'était vraiment cool de vivre ça à Ottawa. T'as parlé de la vie après le sport, t'as comme pris la décision, ça s'en vient. T'es-tu en paix avec ça? Oui, puis en fait, je crois que je suis une des rares personnes qui est vraiment en paix avec cette décision-là, du moins dans le sport, parce que j'ai envie de dire qu'en course à pied, bien souvent, le modèle de base, c'est que les gens ont du succès de 20 à 26, 27 ans. Après ça se blesse à répétition. Puis, comme tu parlais tantôt avec un de tes amis en golf, ton niveau baisse, puis là, tu t'essaies. Dans le fond, tu t'arrêtes d'essayer. Ouais, c'est ça. T'acceptes un peu. Puis, t'acceptes un peu que tu seras pas vraiment à ton meilleur niveau, puis t'arrêtes comme ça. Puis, c'est assez. D'habitude, une genre de retraite, ça se fait un peu. Forcé. Dans l'oubli, puis c'est un peu forcé. Moi, j'ai vraiment le luxe de pousser mon corps jusqu'à ce que je pense est le maximum de ses capacités. Dans le passé, en 2024, dans ma préparation olympique, à 33 ans, j'ai vraiment eu une préparation presque sans erreur. J'ai poussé mon corps au maximum. On a vraiment tout fait puis tout optimisé pour que la préparation soit parfaite pour les Jeux olympiques à Paris. Puis, veux pas, depuis le début de trentaine, je sens qu'à chaque année, c'est comme physiquement, c'est plus difficile de maintenir ce niveau de performance-là. Donc, moi, je savais que passer Paris, comme juste naturellement, le corps va faire en sorte que je suis sur une pente légèrement descendante. Puis les gars contre qui je me bats, qui ont 23, 24, 25 ans, eux, à chaque année, ils s'améliorent de manière exponentielle, tandis que moi, je me bats fort pour maintenir à peine le même niveau, t'sais. Donc, moi, je savais que Paris, on avait tout fait correctement. Puis, sachant que, tu sais, même si j'ai pas fait de finale, je suis arrivé là-bas, j'ai vraiment tout donné. J'ai fait 3 rondes d'affilée, j'ai bien couru. Puis, je sais qu'au niveau physique, c'est vraiment le plus haut niveau que j'allais atteindre dans ma vie. Fait que de savoir que j'ai tout donné, puis j'ai vraiment atteint mon plein potentiel, ben moi, je me dis... ben je suis vraiment heureux que j'ai eu la chance, premièrement, de le faire, de vraiment pousser mon corps à son plein potentiel, parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui, justement, ils se blessent, puis là, après, ils sont un peu dans l'oubli, puis eux, toute leur vie, ils se disent « Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pu pousser au maximum, si j'avais une préparation parfaite? » Ben moi, j'ai eu mon année avec la préparation parfaite. Je sais jusqu'où mon corps a pu aller. Puis, rendu là, c'est juste d'accepter le fait que, j'ai pas fait une finale, un top 12, mais j'étais arrivé 17e. Puis, c'est ce que j'ai été capable d'accomplir dans ma vie, puis je suis content d'avoir poussé jusqu'au bout.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'été est arrivé et c'est le temps de se donner des objectifs de course. Si vous écoutez ce podcast-là, j'imagine que c'est parce que le sujet vous intéresse. Je vous lance un défi. Moi, je vais courir le demi-marathon le dimanche lors du Marathon Beneva de Montréal. Mais si vous voulez vous initier à la course à pied et que vous voulez courir un 5 km, on va faire tirer 10 personnes, chanceuses ou non, je ne sais pas trop, mais 10 personnes pour venir courir le 5 km avec moi lors du samedi. On va se faire une petite course relax. Je vais me préparer pour le demi le lendemain. C'est parfait pour vous si vous voulez qu'on fasse ça socialement ensemble. C'est ça la course à pied aussi, c'est une affaire de communauté. Alors on vous invite à aller vous inscrire au couronmtl.com, COURONSMTL.com. Vous inscrivez pour le 5 km, ça va vous donner un beau petit objectif pour commencer la saison estivale, vous mettre en forme. Alors inscrivez-vous au couronmtl.com. J'ai bien hâte d'aller courir cette distance-là avec vous lors du Marathon Beneva de Montréal. Puis à partir du moment où tu dis ça, ben là, moi, toute l'année 2025, ça a été un peu une cerise sur le Sunday. C'est vraiment un bonus. Puis je l'aborde un peu différemment mentalement, évidemment. Parce que tu participes aux mondiaux cette année aussi, si j'ai bien compris. Là, je suis dans le processus de qualification. C'est pas encore tout à fait fait que je me qualifie, mais mon classement mondial est présentement assez bon pour que je puisse y aller. Mais c'est ça. En théorie, cette année, j'irai aux mondiaux qui ont lieu à Tokyo en septembre, tout juste avant le Marathon de Montréal. Puis ça serait mes dernières compétitions sur piste. La dernière. Ouais. OK. Ouais. Puis dans ta tête, mettons, olympiques, mondiaux, qu'est-ce qui prend le plus de place dans la tête d'un coureur? Parce que je sais que des fois, les mondiaux, pour nous, les Jeux olympiques, c'est impressionnant parce que c'est à la télé. Ah oui, c'est incroyable. Les mondiaux, on dirait que ça a moins de publicité un peu, fait qu'on y pense moins. Ouais. Mais qu'est-ce qui a le plus de c'est exactement le même niveau. Puis pour les gens dans le milieu, mettons, de l'athlétisme ou de la course à pied, faire une médaille au championnat du monde, c'est aussi bon qu'une médaille olympique. Là. En réalité, là, c'est exactement ça que ça vaut. Mais tu sais, c'est tout le tralala autour des Olympiques qui fait que les Olympiques, on a vraiment un glamour attaché. Puis c'est sûr que de mieux faire aux Jeux olympiques, c'est pour un coureur, c'est le rêve. Puis si tu as un bon résultat à faire dans ta vie, tu veux que ça soit aux Jeux olympiques. Okay. Mais ça reste que les championnats du monde, c'est une opportunité exceptionnelle de se faire valoir puis de courir contre les meilleurs au monde. Puis faut pas la prendre pour aller là. Non, c'est ça. Fait que ta saison est finie, mais comme pas finie non plus. Là, s'il y a les mondiaux qui s'en viennent, ça reste 2025 reste quand même. Ouais, c'est ça. 2025, ça reste que, tu sais, même si c'est une année de transition, je fais tout pour être le plus en forme dans les conditions que je me donne. Ouais. Pour être capable d'avoir une dernière expérience au niveau mondial qui je me dis que, bon, c'est une chose de prendre ma retraite, mais aussi c'est plus de terminer sur une bonne note, puis de se dire, bon, mais j'ai une dernière année où j'ai 2 coéquipiers à Québec aussi qui vont probablement participer au 5000 puis au Steeple, de pouvoir y aller avec eux une dernière fois, de pouvoir y aller avec mon entraîneur une dernière fois. C'est juste plus ce genre de choses-là, juste de boucler la boucle, plus que d'aller là, le couteau entre les dents, puis dire, je vais absolument faire... Puis le faire dans tes termes aussi, ça doit être sécurisant. Ouais. Je décide de me retirer de cette façon-là, en pleine forme. Ça, il y a de quoi de magique là-dedans. Oui, vraiment. Puis ça, je le prends pas pour acquis, parce que comme j'ai dit plus tôt, la plupart des gens sont forcés à une retraite. Ah oui. Puis c'est sûr que moi, j'ai beaucoup travaillé pour. Là. J'ai été extrêmement blessé de 2015 à 2020, puis d'habitude, dans le modèle normal, dans cette période-là, j'aurais pris ma retraite, là, puis j'aurais perdu ma motivation, puis j'aurais juste passé à autre chose, mais j'ai décidé de continuer puis de pousser, puis parce que je voulais voir jusqu'où mon corps pouvait aller, puis après ça, de 2021 à 2024, 2025, j'ai comme eu un peu une renaissance, là, donc, fait que, oui, c'est un luxe de prendre ma retraite dans ces conditions-là, mais en même temps, j'ai vraiment travaillé pour, parce que j'ai eu des périodes plus difficiles où j'aurais pu juste sombrer dans l'oubli. Là, t'as envie de quoi après? Y a-tu pensé? Tu veux faire quoi? Ouais, moi, le monde du sport, ça me stimule énormément, là, que ce soit de la course à pied ou d'autres sports. C'est sûr que, d'un point de vue professionnel, je vais probablement commencer dans le milieu de la course à pied parce que c'est là que mon expertise est. Puis j'ai quand même quelques projets sur la table là, que je suis en train d'explorer présentement. Puis je garde ça un peu secret, un peu vague pour le moment, malheureusement, mais non, je manque pas d'opportunités. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir à explorer un peu
quelles allaient être mes avenues pour les prochaines années. Puis je peux dire que j'ai des bonnes pistes puis que je vais faire quelque chose quand... Parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui restent collés à leur discipline quand ils s'en vont dans un rôle complètement différent. Après, tu sais, Tania Vissant, patin, elle travaille pour le COC, justement, puis elle accompagne les athlètes encore, puis c'est comme sa façon d'être dedans encore. As-tu hâte comme à ta première journée de travail, là, partir comme avec une mallette puis faire « je travaille », tu sais, aujourd'hui? Ouais. Je sais pas si ça va tant se passer comme ça. Ouais. Mais, tu sais, c'est juste qu'il y a d'autres aspects de la vie qui je pense, vont être stimulants, qui vont peut-être manquer. Parce que quand on est un athlète, la job d'un athlète, c'est d'exécuter le mieux possible sans trop penser. Tu as un plan d'entraînement d'un coach, tu l'exécutes. Tu as le plan d'entraînement d'un préparateur physique, tu l'exécutes. Ton travail en physio, tu exécutes le plan physio. Tu watches ta biomécanique, pour ça tu le travailles avec la psychologue sportive. Puis c'est comme, t'as des ordres, mais tu te fais donner un cadre, puis dans ce cadre-là, si tu fais juste strictement exécuter, c'est là que tu performes. Mais je pense que j'ai un côté quand même un peu plus créatif, puis entre gens que j'aimerais ça exploiter dans un travail plus tard. Puis, tu sais, quand j'en parle aux gens, je leur dis, c'est comme moi, je vois ça comme un autre défi, puis comme un défi que je vais quand même prendre au sérieux. Puis les gens disent, man, t'es allé aux Olympiques, là, tu sais, c'est comme, t'as déjà un peu tout eu. Puis je suis comme, ben non, là, tu sais, je pense vraiment que ce qui va venir après va être tout autant excitant, tu sais. Puis, tu sais, ça, la fibre un peu créative, c'est quelque chose que j'explore un peu plus, puis que ce soit, mettons, en coaching, où c'est toi qui crée un peu les plans pour les individus, ou que ce soit peut-être aussi dans la création de produits, dans le design, c'est tout le genre de choses qui m'intéressent. Puis, tu sais, c'est un peu comme si ce que j'ai fait en course à pied, ça a amené à... Ça va être un tremplin pour ma carrière après, mais ce sera pas du tout les mêmes choses que je vais faire, je pense. Tu sais, il y a beaucoup d'athlètes qui, une fois à la retraite, on dirait que ce sont tellement... Puis je vais utiliser le mot privé en grandissant, que quand ils tombent dans la vie d'après, ils font comme, OK, là, ça va être un travail de gestion, parce que justement, tu l'as plus ton psychologue sportif, tu n'as plus ces gens-là alentour de toi. Est-ce que cette période-là, pour toi, ça peut représenter un défi, tu penses? Ben, je pense c'est sûr qu'il va y avoir une période d'adaptation. Là, c'est comme si j'ai une équipe de soutien, puis on fait tout pour optimiser un but précis qui, nous, dans le passé, était, mettons, les Jeux olympiques. Ouais. Puis là, on tombe... là, je tombe plus dans... Je vais sûrement tomber plus dans quelque chose qui va ressembler à être dans une équipe de travail ou travailler pour des gens. Puis là, c'est comme un mindset complètement différent. Puis là, tu sais, mettons, moi, si présentement... il y a des résultats pour lesquels je suis pas content, je me blâme moi. Je blâme personne d'autre. Puis c'est un peu, je pense, ma nature d'athlète de haut niveau. Si quelque chose va mal, je vais essayer de trouver c'est quoi qui va pas. Puis moi, je vais tout faire pour changer ou optimiser ce qui va pas. Mais tu sais, c'est sûr que quand tu travailles de concert avec d'autres humains, puis que là, eux, ces personnes-là sont aussi intégrés dans un processus non, mettons, ces autres personnes-là sont vraiment impliquées dans le processus d'aller trouver un but ou aller chercher un but. Ben là, c'est plus juste toi. Puis c'est plus juste toi que tu peux blâmer. Des fois, il y a d'autres personnes avec qui c'est comme il faut que tu sois un peu plus politique, il faut que tu sois. Il faut que tu fasses un peu plus attention à ce qui se passe autour de toi, à ton environnement, puis être moins égoïste aussi. Donc, ça, c'est toutes des choses que j'en suis conscient, puis le jour va venir. Là, on n'est pas encore là, mais je sais que ce jour-là va venir, puis qu'il va falloir peut-être qu'il y a des journées que le soir, quand je rentre de faire un travail X ou Y, je m'assois. Pour libérer ton esprit. Ouais, mais c'est ça, la course là va servir à autre chose. Là, ça va être comme mon moment de la journée, un peu tranquille avec moi-même, puis décompresser de ce qui peut se passer dans une journée. Mais c'est ça, je suis comme un peu prêt, puis j'anticipe ces moments-là, parce que je sais que ça va être vraiment différent de ce que je vis présentement. En parles-tu avec ton psychologue sportif de ça? On n'en a pas parlé encore. Okay. Là, on a vraiment été axé sur la compétition, puis les athlètes, on vit au jour le jour. On sait pas si demain on peut se blesser, puis des fois faire des plans à 6 mois, un an d'avance, ça peut être assez difficile. Puis là, c'est sûr que dans ma vie présentement, il y a beaucoup de facteurs psychologiques, justement, dans la recherche de travail ou dans le savoir que je suis dans mes dernières courses vraiment compétitives à vie.
qui font en sorte que ça peut avoir un impact quand même négatif sur ma préparation. Puis ouais, là, on est plus là-dedans. On est plus dans le moment présent. Gérer ce qu'il y a de l'extérieur. C'est ça, de gérer un peu tous ces nouveaux paramètres-là, mais tout de même s'assurer que je puisse donner le meilleur de moi-même puis quand même faire des bonnes courses, là, tu sais. Ah, c'est intéressant. Parce que, tu sais, quand on a vécu ça, cette carrière-là, ça fait combien d'années professionnelles? 2015, c'est ma 10e année. On dit LeBron, il est comme année. C'est ça. En course à pied, les gens année 10, il n'y en a pas tant que ça, là. Du moins dans mon épreuve au 1500. Là, fait que, tu sais, ça fait quand même un bon bout de temps que je cours. Puis, tu sais, des générations de coureurs, je l'ai vu partir puis revenir. Ouais. Tu sais, fait que, ouais, c'est. C'est fou parce que dans cette discipline-là, tu sais, c'est tellement de commitment, c'est tellement d'engagement dans autant d'années. Quand tu arrives au terme de tout ça, puis tu sais, je sais que la dernière année, tu vas en profiter à 100% au maximum pour le vivre. Ça doit être vraiment spécial, tu sais, quand tu sais que tu t'en vas vers ça, puis que ça a été ça ta vie, parce que les athlètes, souvent, vos amis d'alentour n'ont pas ce genre de vie-là. Tu sais, tes chums travaillent depuis longtemps, ils ont des maisons, ils ont des enfants, ils ont des affaires. C'est différent, souvent? Ah, c'est vraiment différent. Là. Tu sais, moi, je passe encore d'un Airbnb à l'autre. Mes amis ont tous des enfants entre 2 et 8 ans, puis des maisons. Ouais. C'est comme un mode de vie complètement différent, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que cette année, je l'ai vraiment senti que chaque moment, je l'ai plus savouré. Puis c'est sûr. Moi, je pense que un des points communs entre tous les athlètes de haut niveau, que du moins que j'ai côtoyé là, au niveau olympique, là, que ce soit en athlétisme ou dans d'autres sports, personne n'est jamais satisfait de ce qu'ils ont accompli dans un moment. À part que ce soit genre l'or olympique plus record du monde, personne n'est jamais satisfait. Puis c'est autant vrai pour la personne qui arrive avec la médaille d'argent que la personne qui est mi-peloton, que la personne qui est à la fin de peloton. Tout le monde n'est jamais vraiment satisfait. T'as toujours... Tu regardes toujours, puis tu te motives toujours avec la prochaine course qui s'en vient. Puis t'es tout le temps dans la prochaine course, t'es jamais le temps dans le moment. Puis je pense que ça fait en sorte que... C'est pour ça que c'est des humains, un groupe d'humains extrêmement performants, c'est qu'ils sont jamais dans la contemplation, ils veulent toujours plus. Mais aussi, ce que ça fait, c'est que tu passes à côté de moments exceptionnels, tu sais. Puis quand tu es dans la phase un peu fin de carrière, bien là, tu te donnes le temps de profiter de ça. Tu sais, après, quand j'ai été éliminé en demi-finale à Paris, ben j'ai juste pris 2 minutes pour regarder le stade avec 80 000 personnes dedans, puis j'étais comme, bon, ben à moins de devenir une rockstar, ce qui va pas arriver, je serai plus jamais dans un stade comme ça. C'est ça. Puis là, toutes les courses que j'ai faites cette année, j'ai voyagé en Jamaïque au mois d'avril pour une course. Puis là, j'arrive d'un voyage en Europe où on a été en France puis en Finlande avec mes coéquipiers et mon entraîneur. Là, c'est tous des moments que je suis comme vraiment plus dedans puis je profite vraiment plus de tout ce qui se passe autour de la compétition. Puis c'est quand tu vois les coureurs qui sont plus jeunes, ils ont vraiment une faim, puis ils ont vraiment une motivation, puis tu vois qu'ils sont jamais satisfaits de leur course. Ben, moi, j'ai ma course, j'ai fait un résultat un peu moyen, mais je suis capable de me dire, ben, c'est le meilleur que j'ai à donner présentement, puis je suis en Finlande, il n'y a pas grand monde qui va en Finlande juste pour le fun. Puis là, c'est comme toutes des choses que tu réalises un peu plus, puis... C'est ça, c'est drôle comment juste cette préparation-là dans la dernière année où tu te dis, bon, ben c'est mes dernières expériences, tu vois tout un peu différemment. Là. C'est sûr. Qu'est-ce que ce sport-là t'a apporté le plus? Mettons que tu peux amener dans la vie qui s'en vient pour toi. Moi, je pense que d'être... c'est pas tant d'être un coureur en soi, plus que d'être, mettons, un athlète de haut niveau. C'est que quand tu veux... ou du moins quand je veux accomplir quelque chose, j'y vais vraiment à 110%. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui me définit. Puis j'aime penser que ce que la vie va m'amener après, que ce soit au niveau personnel, familial, ou que ce soit au niveau du travail ou des projets que je vais entreprendre, ben moi, je suis quelqu'un... Mon standard, c'est que quand je m'engage dans un projet, je donne mon 110%, puis j'ai des attentes très élevées pour moi-même. Puis ça, c'est un peu ce que je pense que les athlètes, certains d'entre nous, on peut bien transposer dans la vie après. Puis c'est ça qui me rend probablement le plus fier de tout mon parcours comme coureur de haut niveau.
Ah oui, assurément. On a parlé d'Ottawa tantôt, tu l'as gagné. Est-ce que ça se pourrait une transition vers la course de fond? Oui, c'est comme la question que tout le monde se pose. Je sais que tout le monde se pose cette question-là. On va faire un petit cours de physiologie là, assez court, là. Mais tu sais, en gros, moi, je suis vraiment un coureur, tu sais, 1500, 5000, tu sais, au niveau physiologique, mes fibres musculaires dans mon corps, je suis vraiment bon pour les efforts entre 2 puis 15 minutes. C'est vraiment là que je shine. Ça veut pas dire que je serais pas bon au marathon, sauf que, tu sais, mettons, mon meilleur temps sur 1500 mètres, qui est de 3,32, si on transpose ce niveau-là sur marathon au niveau mondial, il faudrait que je fasse à peu près 2,4 ou 2,5. Puis, jamais de ma vie que je vais faire 2,4 ou 2,5, tu sais. Puis, même si je m'entraînais pour un marathon, puis que ce serait pour faire 2,10 ou 2,15 ou même 2,20, ça prend quand même un commitment physique important de s'entraîner pour un marathon comme ça. C'est sûr. C'est une autre bébite, exactement, mais c'est juste que, tu sais, si au 1500 mètres, j'ai déjà été top 20 dans le monde, puis c'est ça mes attentes par rapport à moi-même en termes de performance, est-ce que je suis prêt à mettre 20 heures d'entraînement par semaine pour aller faire un marathon qui va me classer à peu près 300e au monde? Genre, personnellement... je sais que c'est quelque chose que la plupart des gens relate plus ou moins, là, parce que si tu allais dans la rue et tu disais à quelqu'un veux-tu courir un marathon en 2,15 demain, ben, tout le monde te dirait ben oui, là, puis, mais c'est juste que c'est ça, avec un background de haute performance, de vraiment mettre du temps puis de l'effort dans des épreuves comme ça où je sais que je vais pas nécessairement être à l'aise ou aussi bon que je l'étais sur 1500 puis 5000. Je suis pas trop chaud à cette idée. Par contre, comme je l'ai promis à bien des gens, moi je veux terminer ma carrière sur un marathon parce que je pense que ce serait un peu une aberration de s'être défini comme un coureur professionnel pendant plus de 10 ans pas courir jamais un marathon. Fait que je pense que je vais en faire un, mais c'est juste, ça sera peut-être pas un mindset de je vais essayer de faire 2,5 ou 2,10. Là, tu sais, j'aimerais ça en compléter un, puis vraiment essayer d'avoir une expérience positive avec, puis de dire bon, ben j'ai une carrière internationale sur le 1500, j'ai couru toutes les distances entre 800 puis marathon, puis je suis sur le classement québécois de tous les temps de 800 jusqu'à marathon, puis de dire bon, ben je finis ma carrière avec ça. Je pense que ça serait plaisant, mais je ne veux pas prétendre quand même dire que je vais faire un méga chrono sur marathon, parce que je pense que physiologiquement, j'ai pas ça en moi. C'est quand même fou, parce que c'est la première fois qu'on explore cette avenue-là de ton corps est bâti pour faire quoi, puis ton corps, essayer de faire des affaires, puis de se satisfaire de peu, je peux comprendre. Est-ce que tu vas l'amener dans d'autres disciplines pour le plaisir? Exemple, tes chums t'invitent à aller jouer au pickleball, puis tu comprends pas tout de suite comment ça marche, puis t'es pas bon. C'est toujours l'affaire qui pourrait te faire comme c'est d'habitude d'un sport. Ben en fait, je suis tellement. On est tous compétitifs. Pour moi, c'est dur d'aller dans un sport où la forme physique va pas t'aider, parce que moi, c'est comme ça que je peux. Que je peux tirer un peu mon épingle du jeu. Là. Si on va jouer au basket, au soccer. Mais tu sais, moi, je suis très sportif de base, c'est tous des sports que j'ai fait, j'ai grandi à faire. Donc, au niveau habileté, ça pourrait revenir, mais je sais que si on fait une joute d'une demi-heure, ben après 10 minutes, tout le monde a la langue à terre, puis moi, je continue, puis tu sais, je peux être compétitif juste à cause de ça. Mais tu sais, quand on joue au pickleball ou on joue au ping-pong, mon VO2 max, il sert à rien, là. Ça sert vraiment pas à grand-chose. Puis là, c'est strictement de l'habileté. Puis le pépère de 65 ans, 70 ans, il peut vraiment me sacrer une volée, là, tu sais. Fait que ça, c'est sûr que c'est le genre de sport que la fierté prend le bord un peu, là. C'est difficile, des fois. Tu sais, parce que là, t'es habitué d'être dans les meilleurs. Là, t'arrives des fois, puis t'es comme... tu sais, c'est comme si, sur le coup, genre, je trouve ça un peu tough, puis à m'emmener après quelques joutes. T'acceptes, là. Je suis comme, OK, là, relax, t'es pas ici. Pas les Jeux Olympiques, là. T'es quelques Jeux Olympiques, là, tu joues au ping-pong avec ta blonde dans un bar, là, tu joues au billard avec des amis dans un petit pub, là, genre, relax, là, Fait que, il faut que je me rappelle, c'est comme au début, c'est un... Puis après ça, OK, chill. C'est quand même fou, tu sais, parce que c'est court 10 ans dans une vie en général, mais c'est long dans un parcours d'athlète, parce qu'il t'en reste beaucoup devant toi encore. Tu sais, c'est pour ça que la préparation devient ultra importante. Puis, tu sais, je serais curieux de faire une entrevue avec toi, mettons, à 50 ans, puis que tu me parles de tes 10 dernières années pour voir comment tu vas les avoir vécues, parce que les athlètes,
ça reste dans vos têtes ce que vous avez accompli avec beaucoup de fierté puis avec raison. tu sais. Ben, c'est ça. Je pense que ça, évidemment, c'est comme ça va être tatoué sur mon cœur que, tu sais, j'ai parcouru ce chemin-là. Puis c'est pas tant d'être... moi, je pense que c'est pas tant d'être un Olympien tant que j'ai dédié 10 ans de ma vie à essayer d'être le meilleur au monde dans quelque chose. Ouais. Ça, peu importe c'est dans quoi, je pense que ça, c'est le genre de traits ou de caractéristiques que c'est peut-être pas donné à tout le monde. Ouais. Tu sais, je veux pas dire que je suis meilleur que les autres, là, mais, tu sais, Non, mais je pense que s'il y a de quoi de... c'est dans une société où la compétition est peut-être dévalorisée de plus en plus, puis les gens participent aux choses pour le fun. Ça, c'est... Je trouve ça, tu sais, puis ça, c'est tant mieux. Il faut que les gens sortent, il faut que les gens soient actifs, il faut que les gens essayent de nouvelles activités, mais de pouvoir me dire que j'ai vraiment dédié une partie de ma vie à essayer d'être le meilleur au monde dans quelque chose. Tu sais, de un, c'est comme un espèce de talent, c'est comme tirer à la loterie. Moi, j'ai été chanceux là-dedans, puis il y a des gens qui tirent à la loterie, qui l'ont, puis qui le font pas cette... Oui, mais tu l'as fait avec engagement, par exemple. Ça. Parce que tu peux l'avoir puis pas le faire de la bonne façon. C'est ça, puis c'est des gens qui vont juste pas pour aller à cette poursuite-là de comme l'excellence ou du plus haut niveau possible. Puis, tu sais, moi, c'est ça. C'est pas tant que j'ai fait des records québécois ou canadiens, que j'ai été aux Olympiques. C'est plus que, tu sais, il y a une partie de ma vie, vraiment, je me suis dédié à essayer d'être le meilleur au monde dans quelque chose. Puis ça, je pense que c'est le plus beau bagage que je pourrais avoir dans n'importe quoi après. Puis, tu sais, rendu à 50 ans, si on se reparlait dans 15 ans, puis tu me demandais comment a été l'après, puis moi, j'aimerais ça pouvoir te dire que dans ce que j'ai accompli, ben, tu sais, je ne veux pas être le meilleur au monde dans quelque chose d'autre, là, ça va pas arriver, mais que au moins m'être donné un standard de performance, un standard d'excellence pour moi-même puis les gens autour de moi. Ça, je pense que ça serait l'idéal là, si on était pour se parler dans 15 ans. Est-ce que ta feuille de route, ta carrière, ça valait tous les efforts quand tu regardes en arrière? Oui, vraiment. Là. Puis tu sais, il y a quand même des moments où... comme je disais un peu plus tôt, là, de 2017 à 2020, où j'ai été blessé, pas capable de faire des saisons, puis je pouvais pas faire plus que 2 mois sans être en santé puis courir, puis j'ai dealé avec beaucoup de blessures. Puis ça, c'est vraiment des moments où tu te dis, ça vaut-tu la peine, tu sais. Puis là, mettons en 2019, à un moment donné, j'ai pas couru pendant 6 mois. Hey boy! Puis il y a eu une période là-dedans où j'étais comme, est-ce que ça vaut la peine de continuer, tu sais. Puis là, je repensais à ma médaille de bronze aux Jeux panaméricains au 1500 en 2015. Puis là, j'étais comme, ce moment-là, c'était tellement un moment précieux puis tellement fort en émotion. On est un peu comme des junkies, là. C'est comme, c'est des gros moments forts en émotion, puis on les recherche, puis c'est comme on court après ça un peu, littéralement. Puis, tu sais, je me suis accroché à ça, même quand j'étais au bas du gouffre, puis je me rappelais même plus si ça filait comme quoi être sur une ligne de départ d'une course, tu sais. Mais comme de fait, quand je me suis remis en santé puis j'ai recommencé à compétitionner à un haut niveau, ben là, mettons, en 2023, quand j'ai gagné les Jeux panaméricains au 1500, puis là, ils ont joué l'hymne national pour moi, ben là, j'ai eu un vrai moment de... Ça a tellement valu la peine. C'était ça, là. C'était ça. Ça a vraiment été un moment comme ça. Puis je pense aussi à Paris l'été dernier, comme... Il y a eu quelques moments quand même, comme ça dans ma vie où... Comme c'est une belle validation. Là. Ça a été, il y a eu des périodes vraiment difficiles, mais crime que genre d'avoir travaillé fort pour vivre ces moments-là qui est seulement une mini fraction de la population mondiale peut être en position de vivre. Ouais. Ben, je suis content de m'être botté les fesses puis de l'avoir fait. Merci. C'est tout en ton honneur. Merci d'être passé encore une fois. C'était vraiment intéressant. Ben, ça me fait plaisir. Vous me réinvitez n'importe quand. Fait que là, Tokyo bientôt, ça? Oui, bien en fait, Tokyo, c'est tout juste avant le marathon bénévole de Montréal. Si tout va bien, la finale du 1500 mètres est le mercredi, si je me trompe pas. Puis le mile, sur le championnat provincial de mile au marathon de Montréal est le vendredi, le championnat canadien de 5 km sur route est le samedi. Puis après ça, je fais le lièvre au demi-marathon comme aux autres années le dimanche. Donc, je vais avoir un bon jet lag. Mais il va être 6 heures du soir pour toi quand tu vas courir. Ouais, c'est ça. Mais ça va être un mois de septembre assez chargé avec les 2 événements, mais j'ai vraiment super hâte.
Charles, merci beaucoup d'être passé. Ça fait plaisir. Nous autres, on se retrouve bientôt pour un autre épisode de Pourquoi tu cours, le balado du Marathon Bénévole de Montréal. Pourquoi tu cours? Présenté par le Marathon Bénévole de Montréal.